11 janvier 2024. Alors, c'est la reprise de cet exercice de la parole, de la prise de parole en solitaire, dans une sorte de face-à-face avec soi-même, étant entendu que ce n'est pas aussi fructueux, ni aussi, j'allais dire, dynamique qu'un échange avec un multi-échange, si je puis dire. Donc, c'est un échange, mais qui finalement souffre d'une sorte d'handicap ou j'allais dire, de limite. Cette limite est, je ne peux pas la dépasser. Par ailleurs, ce type de prise de parole offre la possibilité de s'installer tranquillement dans une thématique sans réellement avoir le souci de finalement de laisser de la place à quelqu'un qui puisse comme ça contribuer lui aussi, quelquefois sans cette plus ou moins sentiment presque impératif de, j'allais dire, quelque part, quand on s'adresse à quelqu'un qui est à côté de soi, et quand on ne le connaît pas, il y a une envie de le séduire. Donc, on pourrait être dans une sorte d'excès, de rajout, etc. Là, il n'y a personne à séduire, il n'y a pas de limite dans le temps, il n'y a pas de, comment dire, de ce sentiment qu'il faut à un moment donné s'arrêter, ou alors il faut tenir compte de l'intérêt du vis-à-vis si jamais on lance des pistes. Et si ces pistes ne sont pas, évidemment, si on s'avance tout seul, on se voit que l'autre, il est en retrait, alors on renonce à... donc il n'y a pas tous ces aspects. Donc la prise de parole, pourquoi ce matin? Simplement parce qu'il y a toujours un petit élément... J'allais dire, l'eau se construit, je ne sais pas, la goutte d'eau se construit autour d'une particule et évidemment donc une particule minuscule, encore largement, j'allais dire, très petite par rapport à la goutte d'eau. Donc la chose qui fait que certains éléments vont s'agglomérer et constituer une entité à part. Une individualité presque. Donc, l'idée, quand on interroge son échec dans son parcours de vie, il est évident qu'on va trouver des pistes, je reprends le terme, on va trouver comment expliquer cet échec. Il est très facile, évidemment, de se trouver des excuses, mais le fait est là, il y a des éléments qui ont agi, qui ont été des freins ou carrément des impasses ou des impossibles qu'on n'a pas réussi à faire tomber. Donc il y a un petit temps de latence entre moi et la webcam. Alors je vois mes gestes un peu en ralenti. C'est intéressant, ce temps de latence. On lance un mot, puis on voit que le mot ou un geste, on voit il arrive après. Voilà, donc c'est quelque chose que peut-être qu'on va trouver intéressante, parce que tout propos, évidemment, il ne peut pas prétendre à la totalité, à tout expliquer, tout. Et quand on parle, on s'accroche à quelque chose et cette accroche est plus ou moins solide, plus ou moins on y croit, crédible ou pas. Donc le temps de latence est intéressant pour relativiser finalement
l'intérêt de ce propos. Il n'est pas... Donc après toutes ces introductions, toutes comment dire, ces précisions, bon, on peut se lancer, je vais essayer de me lancer, mais j'ai plus tellement envie, alors je me lance quand même un peu, en tout cas un petit peu. Donc souvent il y a des gens qui viennent d'autres horizons géographiques, socio-économiques, etc. Ils ont une organisation, une hiérarchie ou une organisation sociale qui est la leur. Alors elle suit des règles, elle obéit à des sortes d'orientation. Il y a ce que l'on va mettre en avant et ce que l'on va peut-être conseiller de ne pas suivre les choses. Alors il pourrait y avoir comme horizon comment dire, celui de la science liée à un aspect ou un autre de la foi qui règne ou qui marque un territoire. Donc, alors les affaires, évidemment, on peut comprendre la science religieuse et la science par excellence. Le reste n'est qu'accessoire, le reste n'est que superfétatoire, on pourrait dire. Il faut essayer de comprendre la relation que l'on aura avec le divin, avec l'après, avec le monde vrai, le monde de l'éternité, etc. Donc comment être un bon sujet, un bon croyant, un bon pratiquant, etc. Dans le sens où c'est la qualité, c'est le soin porté à la pratique qui va nous permettre de faire partie des élus ou pas. Donc le souci est un souci pour la vie d'après, et non pas pour cette vie-là, qui est qu'une vie de transition. Et voilà le vrai sujet. Et après, comme si on mettait ensemble des êtres et sans hiérarchie, sans finalement, et que l'on va, après un certain temps, va venir choisir ceux qui se sont démarqués par un aspect ou par un autre. Donc le souci porté à la vie d'après. Si on vient influencer par l'extérieur, que l'on conteste même cette organisation et ce rapport à la vie, et que l'on ne veut même pas considérer qu'il puisse y avoir deux vies, la vie ici et d'ici et maintenant, et la vie céleste, la vie d'après, qui est une vie autrement plus intéressante et plus... voilà. Donc les autres, il y a... Après, si on s'écarte un peu de cette voie-là, on va être dans les sciences à vocation de régler ou d'apporter un éclairage sur un aspect de la vie terrestre ou un autre. C'est comment mieux produire, comment mieux distribuer, comment mieux faire tenir une société, comment mieux occuper l'espace, comment finalement organiser la vie entre les différentes composantes d'une société, comment régler les conflits, comment apaiser les tensions, comment faire un peu cohabiter des gens qui pourraient avoir des intérêts divergents, comment offrir une forme de loi qui puisse un peu être au-dessus de tout le monde, mais une loi terrestre et non pas pour régler
les affaires d'ici-bas et non pas. Donc, et puis, il y a le côté purement matériel, comment, voilà, il y a la matérialité, alors il faut soit prendre des éléments et les optimiser, soit finalement se rendre assouplir ou rendre plus facile par la, comment dire, l'exploration qui débouche sur une des pistes et ces pistes débouchent sur des solutions, etc., que l'on va choisir, ces solutions-là, comment s'éclairer, comment se chauffer, comment, évidemment, avec des déclinaisons, comment s'éclairer sans que cela revienne trop cher, comment conserver ce que l'on produit, comment utiliser tout ce qui est, nous est offert, voilà, tel ou tel matériau avec ses qualités propres, avec ses limites propres, comment on va l'optimiser, comment on va en faire, évidemment, dans une sorte de mélange, comment on va pratiquer, organiser les mélanges pour créer de nouvelles, quelque part, nouvelles matérialités, si je puis dire. Alors, si l'on se perd dans un aspect de ces voies-là, on peut se perdre dans un aspect, je fais de l'électrotechnique et je ne fais pas de l'électronique, je fais de la physique je sais pas si je puis dire ça, la physique, la thermodynamique, je fais dans tout ce qui est en rapport avec les liquides, avec les, j'ai oublié le terme, je fais dans la chimie des solides, la chimie je sais pas, je pourrais dire des non solides, des mous, je sais pas, je m'intéresse au cosmos, voilà, je suis dans l'astrophysique, je suis dans la matière, la nanomatière, je suis dans la physique des particules, je suis dans ceci, dans cela. Évidemment, il y a un moment où on va s'approcher de quelque chose, on va franchir un seuil. On pourrait un peu déclencher l'enfer sur Terre, évidemment, on a déjà quelques aperçus. Et est-ce que pousser la recherche un peu trop loin, est-ce que ce ne serait pas un peu déjà aller sur les terrains réservés aux créateurs? Voilà, ça c'est du domaine de créateur, ça c'est du domaine de créer. Donc il ne faut pas bouleverser l'ordre des choses, il ne faut pas aller apporter du chaos, désorganiser l'organisation. Voilà, donc l'organisation initiée par le puissant, ou le très haut, ou le très, très puissant. Donc là, une société offre j'allais dire, aux individus qui la composent des perspectives, des horizons. Ces perspectives, souvent, sont finalement transmises de génération en génération. Il y a des spécialisations, il y a de l'héritage dans le domaine des vocations. On est artisan dans un secteur parce que son aïeul, etc., il y a comme ça on pourrait dire, presque de la conservation. Le changement n'est que mineur. Et que l'on est devant
un changement radical venu de l'extérieur qui finalement en finit avec l'artisan qui travaille seul ou avec quelques apprentis, quelques aides. Et on est aussi devant la machine qui permet de décupler les forces du travail, etc., etc. Les capacités techniques, finalement, certaines choses qui ne font plus appel à l'humain. Au lieu d'avoir de louer un laboureur, etc., qui va passer un certain temps, on va venir avec une machine, cette machine va faire le travail plus vite et peut-être mieux, j'en sais rien, mais en tout cas, elle va le faire ce travail en un minimum de temps. Est-ce que dans l'opération on est gagnant? Quand on voit le rapport, quand on a une machine qu'il faut entretenir, et cette machine, et on pourrait dire aussi les bêtes de somme sont aussi à entretenir. En tout cas, on peut les utiliser, le coût n'est pas proportionné finalement à l'investissement. Une machine, il faut changer, etc., l'entretien, et elle demande un investissement très important au départ. Après, il faut l'entretien. Un être vivant, lui, il peut, par exemple, entrer dans l'opération de production, en dehors des temps de labeur. Il est là aussi pour engendrer, donc il peut se servir de moyens de transport, il peut servir de plein de manières. Donc là, le travail fait vite fait n'est pas spécialement bien sûr, on pourrait dire que aussi à côté de ça, il y a des manières d'optimiser les rendements. On fait appel à des substances chimiques, etc., etc. Et tout cela devient, est-ce que dans la technique qui ne prend pas en compte l'humain, et bien entendu. Alors je ne sais pas, je me fatigue assez vite, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on est devant des choix, et ces choix, quand on est issu d'une culture qui n'est pas dans la mécanisation, qui n'est pas dans cette spécialisation, cette diversité de voix, et qui finalement se contentait de quelques voix, la voix du savon, la voix du savon traditionnel, évidemment, la voix de l'artisan, et la voix de l'homme de force, l'homme qui loue sa force de travail. Voilà, d'une certaine façon. Donc, 3 voix, et peut-être la voix du commerçant, celui qui fait l'échange, qui négocie, qui redistribue ce qui a été produit. Donc, on peut dire 3, 4, 5 voix, grand maximum. Après, on a devant soi une infinité de voix. Donc, on est devant, comme dans un magasin où il y a des choses qui brillent. Toutes brillent aussi bien les unes que les autres, et on est attiré par toutes ces choses. On voudrait prendre tout ce qu'il y a dans le magasin. Et finalement, on peut prendre que ce que l'on peut emporter. Donc, on ne va pas faire venir un camion. On emporte ce que l'on peut porter dans ses mains, quoi. Donc, on doit limiter. On va faire un choix, une sélection. Mais il peut se trouver qu'une fois rentré chez soi, on découvre que ce choix que l'on a fait, que les matières qu'on a choisies n'étaient pas finalement
elles nous ont séduites sur le moment, mais comme ça, sorties de leur, finalement, une fois que l'on s'est refroidi, que notre enthousiasme, que notre finalement a disparu ou s'est atténué, on se retrouve avec des choses, voilà, bon, je donne cette chose-là, bon, finalement, j'en avais pas tellement besoin. J'aurais dû prendre quelque chose qui brillait moins, mais qui m'aurait été plus utile. Et puis, cette chose-là que j'ai prise, elle est hyper fragile, alors elle ne va pas durer longtemps. Je vais faire attention, mais je vais quand même finir par la perdre. Et donc, dans ces choix, il y a des choix qui nous attirent, des choix parce que ce sont des choix de rupture, par exemple. Et il y a des... Et puis, on peut se retrouver aussi comme engagé dans un processus qui était totalement... sans savoir pourquoi l'on s'est engagé. Si je prends, par exemple, mon géniteur était à 1 milliard d'années-lumière de cette orientation qui est devenue la mienne. Donc, il y a où le lien entre moi et mon géniteur? Mon géniteur ne sait pas, est analphabète. Et moi, je suis devenu un spécialiste reconnu dans mon domaine. Et je fais partie des rares spécialistes mondiaux dans ce domaine. Alors, l'écart, il est infini, il est abyssal, il est plus que... C'est pas possible de pouvoir réconcilier les deux. Il faut que je reste prêt, quelque part. Il faut que la rupture ne soit pas une rupture totale entre mon géniteur et moi. Évidemment, cette rupture ne sera pas la même entre, par exemple, moi et ma descendance, parce que il y a déjà l'alphabétisation, ils seront déjà dans le monde, il n'y aura pas la même finalement puissance, si je puis dire, au niveau de la dimension, l'importance de la rupture, ça ne sera pas aussi important, ni aussi fondateur, ni aussi dévastateur. Voilà, donc on ne se reconnaît pas. Et on ne se reconnaît pas dans les choix que l'on fait, que l'on est poussé à faire. Je n'en sais rien. On n'est pas maître de son orientation. Il suffit que quelqu'un vous presse un peu pour que vous alliez dans une voie, pour que vous continuiez dans cette voie. Vous n'allez pas à un moment vous arrêter et dire tiens, mais pourquoi j'ai accepté. Alors, je m'interroge, donc je fais une pause, je fais un arrêt. Si je suis toujours convaincu, si je suis convaincu, et je continue, sinon j'arrête et puis je prends une autre voie. Il suffit que vous soyez un peu plus à l'aise dans une matière plutôt que dans une autre, mais la différence n'est pas énorme. Vous soyez un peu plus à l'aise dans la physique que dans la chimie, que pour que vous choisissiez, il suffit que vous ayez lu un article, que vous ayez, je ne sais pas quoi, par quel cheminement cela se fait. Vous avez entendu parler, moi quand j'étais plus jeune, évidemment, j'avais lu les histoires des découvreurs, Vasco da Gama, tout ça. Est-ce que, par exemple, des personnalités qui m'ont marqué, les personnalités des combats à l'épée, est-ce que j'aurais été plutôt du côté, je ne sais pas, non pas des mercenaires, mais des soldats genre d'Artagnan, un peu le mousquetaire, voilà, les mousquets, etc. Est-ce que j'aurais été, parce que ça m'avait frappé, est-ce que j'aurais, voilà, parce que quelqu'un aura rencontré, par exemple, une figure importante dans un domaine, et ça y est, il a envie d'aller à la rencontre de cette personnalité en suivant ses traces, en allant dans ses pas.
Voilà, donc les choix ne sont pas faciles à expliquer et à argumenter. Ils sont souvent dans lesquels il y a une dimension un peu arbitraire. Il y a, et c'est le hasard, ou un hasard qui peut être un hasard favorisant ou un hasard défavorisant. Il y a toutes sortes de hasards et certains sont assez, ont des conséquences assez difficiles finalement à supporter. Donc là, l'idée ne se dégage pas et j'aurais pas dû faire toutes ces arborescences et avant de m'attaquer finalement à ce qui est l'échec. C'est individuel, il peut être, je peux dire, corrélé à un échec plus grand. Quelque part, l'échec d'un individu, aussi l'échec d'une société. Si l'on est dans comment dire, si on s'aligne sur d'autres, qu'est-ce qu'on aurait apporté? Est-ce que l'on ne pourrait pas dire qu'il y a une autre voie? Puisque on peut finalement se donner ce luxe d'essayer de trouver une autre voie, un autre rapport au monde, finalement à la matière, à la matérialité, un peu moins dans l'idée de dominer. Bon, c'est facile comme argument, comme voie, comme solution, mais plutôt de vivre avec. Pourquoi utiliser tant de choses? Donc ça me rappelle un peu ce que m'avait dit mon père, mais je ne lui ai pas demandé d'expliquer un peu plus, c'est resté dans un certain niveau et il faut que je approfondisse cette histoire. Elle me dit, on emporte tellement de terre, voilà, les phosphates pour ne pas les nommer, ou pour les nommer, et que finalement il va y avoir que la terre va s'effondrer. On emporte tellement que l'on va creuser, que l'on va causer une sorte d'affaissement. Perdre un déséquilibre. Il est possible que l'on puisse. L'idée est intéressante. Tel transfert de matière de telle quantité d'un pôle à l'autre que finalement on prend des milliers de tonnes qu'on arrache à une terre. Il est possible de le comprendre ou de l'envisager quand on voit l'effet, par exemple, l'effet pas de coup de pied, mais l'effet de pas sur une structure. Un effet cumulé peut faire vibrer une structure. Et cette vibration peut, comment dire, sorte de mini-tremblement de structure. Et à la longue, ça pourrait finir par causer des dommages à la structure. Donc, il y a des équilibres macro, je ne sais dans quel état de grandeur, mais il y a des équilibres. Et ces équilibres, ils sont rompus par des transferts de matière, des masses transférées d'un endroit à un autre. Voici la remarque d'un être qui s'étonne devant un tel phénomène, et voilà. Donc, certains équilibres finalement tiennent se sont, j'allais dire, réalisés au fil des millénaires, voire de plus encore. Et il suffit finalement de déranger ces équilibres, de les perturber pour qu'il y ait une conséquence, mais cette conséquence n'est pas sur le lieu même, mais elle pourrait, voilà, on va déclencher quelque chose qui va causer une catastrophe beaucoup plus loin, parce que c'est certaines
choses sont reliées entre elles. Donc, proposer quelque chose, une sorte de modération, une sorte de retenue dans l'usage ou dans l'exploitation, comme on l'appelle, étant entendu qu'on voulait vivre dans un monde où personne n'exploitait personne, et que même le mot d'exploitation, évidemment, puisse disparaître, ne soit plus d'usage. On n'exploite point, on collabore. Comme cette histoire de gens qui demandent, avant d'abattre un arbre, de demander à l'arbre de les excuser, enfin, de lui rendre un hommage pré-mortem, quelque part. Il sera abattu quand même, mais que d'une certaine façon, on va prendre à la terre uniquement ce qu'on aurait besoin. D'une certaine façon, la terre, la prendre comme un partenaire. Je ne sais pas comment le dire, j'ai du mal parce que je ne veux pas personnifier la terre, tout ce qui est anthropoiser la terre, c'est pas du tout mon but. La terre, Gaïa, tout ça, ça rentre pas dans ma façon de voir les choses. Mais l'idée qu'il faut avoir un autre rapport, inventer autre chose. Alors les gens qui ne sont pas finalement déjà j'allais dire, qui ne font pas partie prenante de ces systèmes, peuvent finalement, peuvent se dire, on ne veut pas rentrer dedans. Parce que ça entraîne plus de... Parce que pour l'instant, ce système, il offre des opportunités, mais en même temps, il souffre de beaucoup j'allais dire, de défauts. Avant de nous demander d'intégrer ce modèle, d'abord régler les défauts, réduisez ce qui ne va pas. Après, on pourra vous rejoindre, mais on rejoint ce modèle sans qu'on ait pu dire quoi que ce soit sur l'intérêt de ce modèle, et puis sans que l'on ait apporté la moindre, j'allais dire, réserve. On ne vous demande pas d'avoir de réserve, on vous demande d'intégrer de gré ou de force ce modèle productiviste, etc. Donc, il y a aussi une dimension de l'être qui est une dimension un peu plus grande que l'être. L'être à qui on veut finalement imposer une sorte de parcours, cet être peut très bien finalement être habité par quelque chose de plus fort qu'un parcours. Il veut rompre. Il y a des êtres qui cherchent à rompre avec une organisation qu'ils ont trouvée à leur naissance, qui, voilà, nouvelle recomposition, voilà. Étant entendu que le système est envisagé comme quelque part un système qui rompt, qui poursuit, qui conserve, mais qui finalement aussi met de côté. Un système qui intègre et un système qui expulse. À un moment donné, comme des éléments qui finalement ne sont pas des éléments très, très pertinents, ni très efficaces, ni très finalement qui occasionnent plus de dégâts, ces éléments-là, on s'en débarrasse et on garde que les éléments qui nous paraissent intéressants, qui nous paraissent porteurs de solutions, quitte à ce que j'allais dire, cette recombinaison, cette recomposition soit contestée plus tard. Mais être dans un système qui se conserve au-delà de toute, j'allais dire, chronicité, un système qui se veut pérenne, permanent dans le temps, et donc, apporter des corrections tout en restant à l'intérieur, tout en faisant toujours partie du système, ou alors en
en changeant le système, mais en ne rompant pas totalement avec. Des bouleversements, j'allais dire, contrôlés, des bouleversements bien pensés et non pas des choses un peu désordonnées, parties dans une sorte de foisonnement, une sorte d'excroissance, voilà, une sorte de jaillissement. Voilà, donc la force de l'interrogation et la force aussi de la contestation à partir peut-être d'éléments qui seraient des éléments toujours discutables. Il est évident que ce qu'un être va mettre en place ou un ensemble d'êtres est soumis à l'appréciation d'autrui. Et le travail collectif, voilà, cette nouvelle organisation qui va finalement affiner ces premiers éléments, voilà, ces premières moutures. Voici comment, dans un contexte un peu particulier, toujours plus particulier que d'autres, un contexte dans lequel toute la parole est mise en difficulté. La parole, elle n'exprime pas une sorte j'allais dire, de foi en soi. Elle n'exprime pas une sorte de... j'ai oublié le terme. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a que l'expression d'un malaise ou d'un inconfort qui permanent, continue. L'inconfort dans j'allais dire, la modulation, dans la formulation des mots, la formulation des approches, la mise en place de toutes ces soi qui a des difficultés à s'adresser à soi, à avoir quelque chose qui s'articule bien, mais qui ne soit pas non plus dans une trop grande proximité avec ce qui a précédé. Il faut aussi une voix individuelle, quelque chose d'une singularité à soi, mais aussi dans la difficulté de mettre en place cette singularité et de ne pas se couper aussi du reste. La voix dont on peut utiliser la même langue qu'à quelqu'un d'autre et finalement ne pas y mettre la même, j'allais dire, les mots ne sont pas pareils dans le cerveau, dans l'intériorité de chacun. Il y a des mots que l'on dit et on les dit avec une certaine retenue, avec une certaine réticence. L'autre va les prononcer, va les dire tout en affirmation, il est persuadé d'être dans le vrai. Et il y a des mots qu'on utilise à défaut d'autres, parce que c'est les seuls qu'on a pour décrire une situation, voilà. Donc, on est conscient que l'on est dans l'approximation, qu'on n'est pas dans le vrai, dans la traduction de ce que on aurait envie de dire, et qu'on est dans une sorte d'infidélité à soi. Mais l'autre, il y a cette histoire de langue, sa langue, qui est aussi la langue de l'autre, et dans laquelle l'autre, il ne vous réserve pas un traitement équivalent, un traitement à égalité. Vous êtes quelque part une sorte d'être
qui vient, qui n'est pas invité, mais qui fait irruption dans cette langue, qui peut-être est à peine toléré dans cette langue, qui n'est pas vraiment le bienvenu. Alors, on aurait aimé que les choses restassent comment elles étaient auparavant. Chacun sa langue, et on aurait quelques intermédiaires, quelques torjman, mais rien de plus. Voilà, qu'il y ait cette infamiliarité quelque part que certains recherchent, voilà, à tout prix, essayant de nous distinguer les uns des autres, alors conservant toujours ce caractère, j'allais dire, d'altérité, et toujours l'autre, même quand il parle notre langue, toujours le désigner comme un autre, et lui appliquer les traitements, évidemment, qui s'imposent. Il est toujours le traité comment dire, comme un extérieur, comme un étranger, comme voilà, et, donc là, il y a une situation, on pourrait appeler ça une situation dégradée, c'est un mot j'avais envie de l'utiliser, une situation qui n'est pas une situation, je pourrais dire, très intéressante. Il y a des situations qui vous imposent de pratiquer une forme de défense, une défense en continu. Vous défendez ce que vous êtes, mais cette défense est toujours la même. Les accusations, comment on pourrait appeler ça, les atteintes sont toujours les mêmes. Vous devez toujours défendre sur des choses primaires. Et la défense vous empêche d'être dans l'attaque. Et vous concentrez sur la défense de quelques petits éléments que vous considérez comme importants, votre territoire, et quand vous défendez votre prénom, et quand vous défendez votre droit à vous considérer comme un universel, et non pas comme un particulier, que vous prônez l'universalité, parce que vous la vivez comme une nécessité, un besoin, une identité, l'universalité du genre humain, mais aussi au-delà, l'universalité du vivant. Il est évident qu'il y a des choses qui devraient, voilà, je pourrais proposer une sorte d'attaque contre les rayons poissonnerie dans les supermarchés et ailleurs, chez les poissonniers aussi, pour libérer les crabes et autres homards de ces bassins de rétention qui finalement ces antichambres de la mort. Et quand on voit que ces êtres que l'on voit un peu souvent apathiques et qui attendent d'être ébouillantés. Alors là, il y a des choses. Donc, ce traitement qui dépasse le genre humain, il est évident que l'universalité, elle devrait dépasser le genre humain. Sinon, c'est une universalité, j'allais dire, un peu égocentrique, un peu, voilà, je m'intéresse. Mais la souffrance, j'allais dire, c'est une souffrance, que l'on soit un être humain, ou que l'on soit un homard, ou que l'on soit un escargot de mer, ou quelque chose comme ça. On devrait laisser l'escargot de mer, les moules et un certain nombre d'êtres comme ça vivre tranquilles, sans les déranger. Parce que la mise à mort de ces êtres est une mise à mort qui est insupportable sur le plan quand on y réfléchit, quand on veut y réfléchir. Et même les solutions que l'on propose, voilà, avant d'ébouillanter, on électrocute, même ces solutions-là. Donc à la rigueur, le poisson, voilà, déjà pas mal, on a déjà le poisson, et on laisse les autres vivre, qui sont mangés par des oiseaux. Maintenant, nous, on a d'autres moyens de nous nourrir. Et donc l'universalité qui, elle, évidemment, c'est la grande perspective,
c'est ce qui vous enrichit, c'est ce qui vous oblige à finalement à avoir réclamé de quelque chose, revendiqué de quelque chose qui est plus grand, immensément plus grand que vous-même. Vous devenez grand en vous, finalement, en vous rapprochant de l'immensité. C'est juste une façon de se considérer, mais en fait, on reste toujours. On est petit. C'est évident que, quoi qu'on puisse se considérer, on est infiniment minuscule à l'échelle, même des échelles assez moyennes. Voilà, donc l'idée est que ce à quoi on va arriver, c'est cette idée que ce que l'on pourra apporter, c'est de l'ordre de l'interrogation sur la finalité. Est-ce que la finalité, un peu sur le coût et les bénéfices, est-ce que finalement la dégradation, est-ce que la dégradation d'un milieu, est-ce que ça vaut quelque part, ça s'explique et ça se justifie par le gain? Est-ce que le gain est finalement à la hauteur de ce qui a été dépensé? Et comme on pourrait dire, est-ce que ça vaut le coup que j'écrive des bêtises, des choses sans intérêt, et que je ne vais même pas relire, sur un morceau du corps d'un arbre, d'un être vivant que l'on a fait croître uniquement pour me permettre de noter quelque chose comme ça, que je ne vais même pas poursuivre. Voilà. Donc, le corps de l'arbre qui me sert finalement qui s'offre à moi un ultime sacrifice, évidemment involontaire, mais c'est un sacrifice tout de même. Alors je pourrais dire, je ne vais écrire que ce qui va permettre la naissance, qui va orienter vers la mise en place d'un système qui, lui, va affecter le moins d'arbres possible. Si l'on peut, évidemment, épargner les arbres et ne pas les utiliser comme, comme une sorte de litière sur laquelle on va étaler ces immondices, ou à peu près. Après tout, ces choses, ces rejets, en tout cas, ces choses qui sortent de soi, mais bon, voilà, qui ne sont pas d'une valeur extrême. Hein, c'est des petites élucubrations, voilà. Donc, évidemment, si je devais comparer, évidemment, le bilan, etc., peut-être entre le fait d'utiliser la technologie et plutôt que le papier, voilà, est-ce que c'est pas pareil au niveau de l'atteinte à l'intégrité des autres êtres vivants, pierre comprise, voilà, l'environnement tout court, voilà. Alors, est-ce que les pierres sont vivantes? Évidemment qu'elles le sont, mais bon, ça mérite un autre développement. Est-ce que les pierres parlent? Oui, elles parlent. Est-ce que les pierres aiment? Oui. Est-ce que les pierres se reproduisent? Oui. Voilà. Et c'est parti. Bien sûr que l'on peut, l'universalité, elle ne s'arrête pas à ce qui se reproduit. Est-ce que finalement, les pierres, c'est un peu quelques aperçus d'une forme d'éternité, voilà, relative. Voici comment une pierre vit, comment elle vit dans le temps. Elle se transforme, mais elle n'est pas, ou apparemment en tout cas, elle n'est pas soumise finalement à la même chronicité, à la même temporalité. C'est long, pour elle peut-être c'est pas aussi long, mais pour nous qui voyons, alors on pourrait dire cette pierre n'a pas bougé. Il y a quelque chose dans le monde qui peut un peu ne pas être
ne pas être emmené dans cette course vers le destin, vers la fin, quoi. Mais quelque part, les pierres peuvent attendre à la fin en se disant j'ai le temps, un peu plus que ce que nous avons, nous. J'ai le temps de me décomposer, peut-être le temps d'aller voir ailleurs, évidemment, à la vitesse de la pierre, cela peut prendre des millénaires, des millions d'années, mais que sont des millions d'années devant l'éternité? Alors, qui est aussi un concept, voilà, dont on se sert pour exprimer une forme d'impuissance devant cette dimension inconnue, la dimension du temps. Voici donc comment on pourrait, il y a une sorte de maturation. La parole naît, elle émerge, et puis quelquefois péniblement, elle essaie de se relever et de prendre son élan. Et elle va rester comme ça en mouvement. Et puis, vers la fin, elle va se fatiguer, elle va arriver à un moment, elle va atteindre le moment où elle va devoir voilà, s'arrêter parce que elle aura un peu épuisé sa matière première ou son énergie du moment. Donc nous avons cette possibilité de nous comprendre, même si dans cette situation, dans cette organisation, il y a ceux qui ne sont pas les locuteurs premiers et qui sont par là même défavorisés. Et finalement, c'est les locuteurs premiers qui s'imaginent qu'ils sont les propriétaires d'une langue, les propriétaires légitimes, et ceux qui finalement on vous a loué pour une durée déterminée. Vous avez le droit d'user de cette langue, mais au-delà, mais vous ne pourriez jamais en être les propriétaires. Surtout, vous ne pourriez jamais la transformer comme vous pourriez en avoir envie. Cette langue, elle devrait rester telle qu'elle, et si vous deviez la transformer pour en faire quelque chose qui n'était pas prévu, vous ne pourriez pas dire dedans, dans cette langue, quelque chose qui pourrait atteindre un autre statut supérieur, un autre, finalement, invincibilité, à l'idée que l'on se fait de nous-mêmes. Vous ne pouvez qu'être aligné sur nous et soumis à nos désirs, à nous, finalement, à notre système de valeurs. Et vous ne pouvez pas nous dire que l'on est dedans, avec cette langue, que l'on est des assassins, que l'on est des moins que rien, que l'on est des faits de rien, que l'on pense qu'on n'est que de... Vous ne pouvez pas. On ne vous autorise pas. Vous faites notre éloge, mais pas autre chose. Donc la langue, elle est... la langue d'un instant, elle n'est jamais la langue d'un autre instant. C'est dans le temps que les choses se passent. Évidemment, quand on se fatigue, qu'est-ce qu'on fait? On se replie sur des choses déjà connues de soi, la facilité. J'ai un verre à côté de moi qui est sale, mais un peu plus loin, il y a un verre propre, alors je prends le sale parce que je n'ai pas la force de me lever pour aller chercher le verre propre. Simplement, des choses aussi terre à terre que cela. Donc, il est évident que que j'arrive à un stade où je fais appel à mes morts, et ces morts-là, bon, quelque part, pour les regretter, certains pour les regretter beaucoup, et d'autres un peu moins. Mais les morts sont
sont privés de parole, ils n'ont plus de langue, qu'elle soit une langue dominante ou pas, ils n'ont plus de langue, ils ne parlent plus, et il nous reste uniquement quelques échos de ce qu'ils ont dit ou ce que nous pensons qu'ils aient dit. Finalement, quelquefois, il y a j'allais dire, on pourrait leur prêter des propos qu'ils n'ont jamais tenus, ou alors le souvenir n'est jamais un souvenir parfait, jamais une transposition parfaite. C'est quelque part un peu de la reconstruction. Mais voici alors, comme dans cette histoire, simplement, dans cette histoire présentée d'une façon, voilà, un peu, voilà, qui vous séduit, quand on dit quelqu'un, il sait qu'il va mourir, il lui reste 2 mois, alors il commence à... Ses journées deviennent vraiment très habitées, il fait des choses, il perd pas son temps, on pourrait même dire qu'il va rédiger une œuvre en 2 mois, 2 mois et demi, quelque chose il va abattre un travail immense qu'il n'aurait pas pu faire autrement, même s'il avait 10 ans. Voilà, il lui reste 2 mois, 3 mois, et en 3 mois, 4 mois, il fait quelque chose, voilà. Là, on pourrait dire, si l'on avait, si on avait en permanence devant soi sa fin, et que l'on se dit, tiens, c'est ça, comme on pourrait avoir une valeur, un principe, une idéologie, peu importe, qui nous oriente, quelque chose de fondamental, qui oriente tout ce que l'on va faire ou dire, nos actes et nos paroles, mais elle m'offre toujours voilà ce que je peux et voilà ce que je ne suis pas autorisé ou je m'interdis de faire. Donc la mort, la perspective de la mort devrait être, j'allais dire, pas l'alpha et l'oméga, mais quelque chose de fondamental, aussi fondamental que l'air. Et donc, je vais mourir. Alors, en partant un peu de la fin, je dis qu'est-ce que j'aurais aimé dire en dernier, mes ultimes paroles. Et puis je reviens comme ça, en une sorte comment on appelle ça, ce mouvement cinéma, une sorte de rétro quelque chose. Alors, je ne sais pas le dire, j'ai oublié le terme, mais c'est un mouvement de cinéma quand on s'éloigne un peu et qu'on remonte un peu en arrière et que peut-être dans ce mouvement, les choses, voilà, un point devient, un point qui était central devient un point parmi tant d'autres. Et donc, et l'horizon s'agrandit et l'on voit des choses. Et on va rendre compte de ces choses que l'on voit. On se dit, tiens, il y a un acte, il y a une inspiration, il y a une inspiration à quelque chose que je voudrais articuler, que je voudrais mettre en place, même si pour cela il me faudrait faire beaucoup d'efforts. Il y a disons-le, une vérité, voilà, avec toutes les... Et cette vérité qui pourrait être une vérité un peu suprême d'une certaine façon, une vérité au-dessus de toutes les vérités, voilà. Je voudrais au moins m'en approcher peu à peu, essayer de faire le tour par l'extérieur et peut-être arriver, non pas près de son cœur, près de son centre, mais rester, ne pas être totalement à l'extérieur. Je vais faire tout ce que je peux, mais il est possible que je ne puisse pas accéder au cœur de cette vérité-là parce que c'est protégé, parce que je n'ai pas les capacités pour cela, je n'ai pas les autorisations, je n'ai pas les mots de passe, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Voilà, donc, et l'on pourrait, puisqu'on a les moyens,
de se mettre, de nous mettre dans une position de ralentissement. On se ralentit, on s'immobilise même, mais on n'est pas mort pour autant. On s'immobilise et on prolonge finalement son regard au-delà de ce que l'on voit d'habitude, au-delà des limites de l'espace. Et on essaie, et quelquefois on aimerait dans cet exercice rejoindre des gens, aller rendre visite. Comme par exemple, vous avez remarqué que finalement, quand vous voulez faire le tour de vos connaissances, eh ben, vous avez plus de connaissances mortes ou morts que vivants. Donc, je vais frapper à cette porte, mais il n'y a plus personne derrière la porte. Alors, je vais appeler quelqu'un, ben, il n'y est plus. Je passe devant sa maison, ben, il n'est plus. Ou devant où elle n'est plus. Voici, donc, j'ai des adresses, mais qui ne correspondent plus à rien. Cette maison fut habitée par une de mes connaissances. Cette connaissance n'est plus là, et puis même, la maison est toujours là, mais la connaissance n'est plus là. Et puis. Alors j'ai plus d'adresses ou de connaissances dans les cimetières que partout ailleurs, que n'importe où ailleurs. Alors, je pourrais dire, tiens, je consacre une journée, je consacre une heure à finalement à faire venir cette personne à mes côtés, et puis je passerai l'heure à lui parler, parce que je trouve qu'elle le vaut, qu'elle mérite d'être ressuscitée, même de cette façon totalement illusoire, mais on joue un jeu, voilà, dans lequel voilà, les morts ne sont pas morts définitivement, et on passerait un instant à parler avec cette personne et à l'écouter aussi, puisque elle aurait des choses à nous raconter sur ce qui se passe de l'autre côté, et sur ce qui se passe, ce qu'elle voit et ce qu'elle ne voit pas. Et imaginons, voilà, tout le temps qu'elle avait à sa disposition, elle a passé à réfléchir, à affiner sa vision, sa vue. Voilà, et elle a dû voir, elle a dû comprendre des choses, accéder à des dimensions auxquelles on n'a pas le temps d'accéder parce qu'on est toujours pris dans nos petites contraintes, voilà, de vivant. Et on est sollicité, on se perd un peu. Alors que le mort, lui, il ne peut pas être perturbé. S'il s'engage dans une réflexion, ben, il pourra la poursuivre. Voilà, longtemps. Si les morts, évidemment, nous inspirent, nous enrichissent, parce que leur présence est stimulante pour nous. Et elle devrait nous donner plus envie d'une présence plus engagée, plus corporelle, plus habitée. Les choses que je défends, Mordicus, quelque part, j'y renonce. Il y a des batailles que je ne mènerai pas, parce que devant la mort, elles n'ont aucun sens. Il y a des batailles que je mènerai, et d'autres auxquelles je renoncerai, mais ce n'est pas les batailles que vous pourriez imaginer. Oui, voilà, ça change mes préférences, mais finalement, mes hiérarchies de vivants. A priori, je serai plus longtemps mort que vivant, dans un monde qui finalement n'autorise pas l'éternité aux morts. Il n'est pas du tout évident que je puisse profiter de ma mort, que je vais être voilà, pendant un certain temps tranquille, et puis au bout de quelques décennies, on va venir me chercher pour me mélanger avec d'autres. On va m'expulser de ma demeure éternelle. Et voilà, mon idée et mon souhait, c'est de rester tranquille.
jusqu'à ce que je n'existe plus, que je fasse corps totalement avec la terre. Ça peut prendre quelques millénaires, bon, ça dépend du sol, euh, mais j'ai mérité la tranquillité. Pourquoi venez m'extraire, venez comme ça, cette violence absolue, qui est l'arrachement du mort à sa terre, dans laquelle il y est dans toute sa terre qui l'environne et finalement est remplie des parcelles de lui. Voilà, la plante lui pousse aussi et tout, finalement, il est là présent et voilà, ici diffusé un peu dans l'environnement l'environnement qui est le sien. La parole vous mène vers des territoires quand même assez familiers, mais elle vous ramène, mais il est évident que la parole vous fait dire plus de choses que vous n'aviez à l'esprit. Il est évident que la parole ment, la parole exagère, la parole est dans non pas dans la fabulation, mais dans l'excès. Une fois que j'aurai arrêté cette prise de parole, je ne penserai pas à la mort, effectivement. Je vais vaquer à mes occupations de vivant. Il est évident que les choses ne sont pas aussi simples, c'est facile de dire et c'est difficile de pratiquer. Et voilà, tout simplement, on est là dans la production orale. Ce qui nous intéresse, c'est comment mettre en place un dispositif oral, une organisation, et puis comment s'étagent les choses, s'espacent, et comment finalement un élément de cet ensemble peut avoir une relation avec le reste ou pas. Comment les choses dans ce dispositif qui ne s'appuie pas sur des éléments préparés, des éléments en amont, mais qui évoluent au gré de ses fantaisies, au gré de sa langue, finalement. Tous ces mots sont reliés ou un peu ou beaucoup les uns aux autres, et c'est ça, c'est se dire, c'est cette chaîne j'allais dire, que vous remettez en place, un enchaînement de choses. Évidemment qu'on essaie de rendre le plus proche possible. Il faut que la chaîne ne soit pas trop molle, sinon qu'elle puisse... Il faut qu'il y ait une sorte de proximité. Tant pis s'il semble que certaines choses ne sont pas totalement, ne s'insèrent pas totalement et vraiment dans les différentes structures, dans les différentes, j'allais dire, qu'il peut s'y avoir une sorte je suis vraiment fatigué. Hein. Et tout ça dépend aussi, il y a des choses qui dépendent d'un café que je fais, un café arabica, mais que j'allonge monstrueusement. Donc l'effet du café est un effet faible, qui puisse un peu vous donner cette énergie, qui vous permet une sorte d'activité cérébrale plus rapide. Et pour comme ça avoir des paroles plus percutantes, faire des associations plus rapides. Et je me rappelle un moment où je suis allé du côté du café Robusta, je me disais, le café Robusta, l'effet est plus fort. Voilà, donc c'est la dose de caféine qui n'est pas la bonne. Il faut trouver une bonne dose de caféine pour, un moment, quelque chose qui vous pousse
à sortir de votre état familier et à essayer de, comme si vous vouliez sortir un peu de votre corps. Et voici comment la parole fait remonter une chose. Alors c'est la narration, le récit que quelqu'un m'a fait il y a de cela une éternité, comme quoi il avait ressenti, évidemment, l'impression d'être sorti de son corps. Bah, évidemment, c'est une chose à laquelle je n'ai pas cru, mais c'était son récit qui m'avait frappé. Et donc je l'ai réintégré, voilà, cette histoire. Et comme cette chose-là me fait penser à une chose dans l'ordre des idées que l'on se fait, comme moi j'étais à la campagne, je voyais un avion très haut dans le ciel, je ne sais pas, à 10 000 mètres, à 10 000 pieds ou à 10 000 plus, donc très haut dans le ciel, un avion transcontinental. Et me disait, si jamais j'avais des pouvoirs, si je voulais prouver que j'avais des pouvoirs, et ces pouvoirs, je les utilisais pour faire tomber l'avion, mais je ne serais pas content parce que j'aurais causé une catastrophe, j'aurais tué des gens. Mais quelque part, sur le moment, j'ai renoncé à l'exercice, finalement, à tester mes pouvoirs parce que je ne voulais pas que l'avion tombe. Donc si un peu encore dans cette... on peut comme ça, les choses s'associant, comme on pourrait dire encore une fois cette histoire de gens que l'on trouve, de femmes aujourd'hui qui se disent sorcières, évidemment elles peuvent se revendiquer comme cela, car il n'y a pas de danger. Mais à une époque, on brûlait les sorcières, on infligeait les pires tortures aux sorcières. Donc, une fois qu'on ne se revendiquait pas comme sorcières, c'est les autres qui vous accusaient d'être sorcières. On se revendiquait peut-être comme guérisseuse, mais simplement sorcière, non, jamais. Et donc, ça me rappelle donc cette histoire, voilà, et quelque part, ce test, soit la sorcière, elle est comment dire, elle est... Le test de l'eau, soit on la plonge dans l'eau, si elle se noie, c'est qu'elle n'est pas une sorcière, si elle survit, c'est qu'elle est sorcière, que le diable l'a sauvée. Donc dans tous les cas, elle était condamnée. Donc si elle mourait, elle est exemptée, elle est innocentée, mais si elle survit, elle est tuée quand même. Donc c'est ça la parole. La parole, bien sûr, vous faites appel à des choses assez proches, mais quelquefois il y a des choses qui un peu transcendent le temps, parce que c'est des choses qui viennent de plus de 30 ans. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose qui vient de 40 ans en arrière. Voilà. Donc certaines choses ne disparaissent pas, ou alors se mettent un peu en attente ou dans un coin, et puis ils attendent qu'on fasse appel à eux. Donc les gens, les situations vous servent dans votre prise de parole, et il est évident que cette prise de parole, elle est composée d'échos. C'est les choses qu'on intègre venant d'ici ou là, le mot, la phrase qu'on n'a pas dite au bon moment, l'adresse que l'on n'a pas faite et qu'on avait commencé à faire, les reproches, finalement les demandes de précision, tout ce que l'on a pas eu le temps, tout ce que l'on a vécu et qui très près ou loin, et que l'on va mélanger. Et c'est le mélange qui est à la base, qui est la matière première, le mélange, et quitte à ce que ce soit un mélange un peu entre des choses qui n'arrivent pas à s'homogénéiser. Mais bon,